Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire sur le plafonnement des aéroports, aérodromes et héliports français. Et d'ailleurs, on aimerait bien que ce soit aussi généralisé dans le monde entier. On est ici ce soir avec Chantal Berdemander, qui est présidente de l'UFCNA, l'Union française contre les nuisances des aéronefs. Moi, je m'appelle Charlène, je suis coordinatrice du réseau Rester sur Terre. Et on aura aussi la joie d'accueillir Thomas Gelin de Greenpeace Europe pour nous parler un petit peu des modalités légales de plafonnement. Donc, la soirée va se dérouler en trois parties. D'abord, Chantal sur les nuisances et les impacts sur la santé du trafic aérien. Ensuite, moi-même sur la question climatique liée au trafic aérien. Et puis Thomas qui viendra nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut espérer avec cette revendication de plafonnement. Ensuite, on prendra toutes vos questions. Enfin, à chaque fois, on prendra vos questions et puis on pourra ouvrir une petite discussion. Et on va essayer d'avoir le temps à la fin de vous présenter la campagne pour le plafonnement qu'on est en train de lancer. Euh, donc, euh, Conjointement entre Rester sur Terre et l'Union française euh, contre les nuisances des aéronefs. Chantal, c'est à toi. Merci bien. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là. Je m'appelle Chantal Berdemander et je suis, comme l'a dit Charlène, responsable depuis 8 ou 9 ans de l'Union française contre les nuisances des aéronefs. Et par ailleurs, je suis aussi responsable du collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine. Toulouse, qui est aussi la ville, comme vous le savez, qui construit des avions. Donc, on commence tout de suite. Historiquement, donc tu peux passer gentiment à la deuxième, voilà, diapo. Historiquement, c'est le bruit qui a vraiment fait sortir les riverains du bois. Depuis plus de 30 ans d'ailleurs, c'est-à-dire dès 1990, on étudie sérieusement les effets du bruit aérien sur l'être humain. Et ce que j'aurais voulu déjà vous dire, c'est que en 2002, l'Institut national de santé publique et de l'environnement des Pays-Bas avait publié un important bilan à partir de plus de 500 publications et 43 études. Donc, vous voyez, c'est pas récent et toutes ces études avaient pour but d'établir la relation entre l'exposition au bruit, la pression artérielle et l'insuffisance coronaire. Et les auteurs notent une association significative entre l'hypertension artérielle et l'exposition aux nuisances sonores du trafic aérien. L'affaire est entendue, donc ça fait déjà longtemps. La première étude très importante, relativement récente, c'est celle IENA, donc Hypertension and Exposure to Noise Near Airports. C'est la plus importante et la plus récente et elle visait à mesurer l'impact sur la tension artérielle et les maladies cardiovasculaires du bruit généré par les trafics aériens et la circulation routière aussi, auprès de 4800 personnes. Et ça, c'était au niveau européen, puisqu'il y avait 6 aéroports européens concernés. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire un petit topo sur l'Europe, voilà, qui déjà se préoccupait de cette question. Et donc cette étude, elle, bien que les données aient été collectées entre 2004 et 2006, donc fait des suivis de l'état de santé des participants. Et je redescends un petit peu. À l'occasion de la conférence de Stephen Stansfeld au Palais des Congrès à Lyon en 2014, j'entends moi-même pour la première fois parler de morbidité, mort, mortalité liée au transport aérien. Donc c'est une grande première pour moi, donc ça fait, vous voyez, 10 ans, en France. Voilà. Et puis, on va rester en France, puisque vous savez que la France aime bien faire elle-même ses études, sinon, parce qu'elle ne valide pas les études des autres. Donc, la dernière étude qui a été lancée est une enquête épidémiologique française qui a été demandée en 2004, qui a été menée à partir de 2009 et sur plus de 5 ans. Elle s'appelle Discussion sur les effets du bruit des aéronefs touchant la santé. Super, parce que cette étude épidémiologique portait à la fois sur une étude écologique, individuelle et clinique. Et cette étude, elle est sortie malheureusement en 2020, c'est-à-dire en pleine gestion de la pandémie.
Alors, l'étude a bien porté sur les années qui précèdent la pandémie, donc sur des années de fort trafic, mais quand elle sort au moment de la reprise timide du trafic, le retentissement en est donc un peu faible. La conclusion, elle énumère les impacts sur la santé et sur le sommeil. Et comme on s'y attendait, elle mentionne qu'elle confirme les résultats d'autres études antérieures, notamment réalisées à l'étranger. Donc, ouf, la France dit, bah, écoutez, les oreilles et la physiologie et le cœur de nos amis étrangers, ben, on a le même. Et on apprend donc qu'on n'est pas différent physiologiquement de nos homologues des autres pays. Rappelons que l'étude a été menée aux abords de 3 aéroports, Charles de Gaulle, Lyon-Saint-Ex et Toulouse-Blagnac. Voilà. Et donc, je vais vous énumérer très rapidement, pour ne pas appesantir trop, ce qu'il en ressort. Il en ressort qu'une augmentation de l'exposition au bruit des avions de 10 dBA, c'est-à-dire c'est tout à fait habituel au passage d'un avion à plusieurs kilomètres des aéroports, est associée à un risque de mortalité plus élevé de 18% pour l'ensemble des maladies cardiovasculaires, de 24% pour les seules maladies cardiaques ischémiques. Ensuite, ça c'est pour l'étude écologique. L'étude individuelle, mais tout ça, vous pourrez la regarder, mais je vous fais quand même un petit résumé. Un risque de dégradation de l'état de santé perçu augmenté de 55% chez les hommes, mais pas chez les femmes. Important. Voilà. Une gêne plus importante que ce que prévoit l'ancienne courbe de référence de l'UE. Un risque de dormir moins de 6 heures, donc d'être fatigué. Un risque de stress chronique. Un risque d'hypertension artérielle augmenté de 34% chez les hommes, pas chez les femmes. Un risque de détresse psychologique augmenté de 80% chez tout le monde. Enfin, l'étude clinique, elle révèle que l'exposition au bruit des avions dégrade les paramètres du sommeil. Donc, je ne vous les cite pas parce qu'ils sont nombreux. Si ça vous intéresse, je pourrais vous le dire. Je vous rappelle que cette enquête vient de se voir décerner par le Conseil national du bruit un décibel d'or le 10 janvier. C'est donc dire donc le Conseil national du bruit qui travaille avec le ministère de la Transition écologique, c'est donc dire que enfin en France, on reconnaît qu'il y a une étude probante qui a des résultats qui montre que le bruit des avions a des effets délétères sur la santé. Juste aussi une information, le site de l'association Advocnar, donc la principale fédération des riverains autour de Roissy, est très bien renseigné sur tous les aspects sanitaires, ainsi que le site de l'UECNA, dont Dominique Lazarski a été longtemps la présidente et qui, je crois, est ici dans la salle. On peut passer à la diapo 3. Voilà, alors, ça c'est intéressant. Ça a été fait en 2002 et c'est toujours valable. Vous voyez donc 3 courbes, le train, la route et l'avion. Alors, heu, il faut, donc reconnaître ici c'est le LDEN qui est utilisé. Je vais vous parler un tout petit peu des différents indicateurs existants. Là, c'est le LDEN exprimé aussi en dBA. Vous remarquez qu'à bruit égal, on n'est plus dérangé par le bruit de la route, puis de l'avion, que par le train. Et donc highly annoyed, donc très perturbé. Donc c'était important parce que lorsqu'ensuite on va définir des niveaux de bruit, on ne les définira pas pareil selon que c'est le train, la route ou l'avion. Il faut donc le majorer pour l'avion. Mais on y reviendra. Donc, simplement pour vous dire que ici, on a une multitude d'indicateurs existants pour évaluer le bruit des avions. Donc, vous avez le décibel, bien sûr, qui lui sert à faciliter notre appréhension du niveau sonore en réduisant les ordres de grandeur. On a le décibel, mais il est pondéré. Il est pondéré A, il atténue donc les basses fréquences. Or, nous savons qu'avec les gros avions, les basses fréquences sont particulièrement prégnantes sur l'organisme. Nous avons le LEC, qui a un niveau de pression acoustique.
Nous avons le LDEN, je vous l'ai montré, qui est le niveau sonore continu, pondéré A, mais avec une moyenne énergétique des niveaux sonores. Et il est sur 3 intervalles de référence, le jour, la soirée, la nuit. Vous avez le Lmax, qui indique l'intensité maximale d'un événement sonore. Vous avez aussi le CEL, vous avez l'émergence événementielle, le LAX. Vous avez plein d'indicateurs et aucun n'est comparable à l'autre. Ils viennent s'ajouter, ils viennent se renforcer. Voilà. Alors, pourquoi, puisque je reviens sur ce verbe, pourquoi ce durcissement par rapport à l'avion? Parce que les bruits à composantes événementielles et répétitifs comme ceux générés par les survols d'aéronefs sont particulièrement perturbants et détériorent considérablement sur le long terme la qualité de vie et la santé. C'est ce que déclare le président de Bruit Paris. Et parce qu'à niveau de bruit égal, les effets du bruit du trafic aérien sont plus nocifs. Donc, on a étudié les effets cardiovasculaires et métaboliques, la gêne, on a tout étudié. Et à l'instar de l'OMS, l'UFCNA, nous demandons aux décideurs de mettre en place d'urgence une politique de réduction du bruit pour tous les habitants des zones situées sous les couloirs aériens des grandes plateformes aéroportuaires, des aérodromes et des hélistations qui présentent, et c'est la diapo suivante, voilà, recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les dernières datent de 2018. Les niveaux de bruit à ne pas dépasser, ils sont exprimés, je vous l'ai dit déjà, en LDEN et en LNAI. Ils sont rendus obligatoires par la Commission européenne. Donc l'Organisation mondiale de la santé dit, bah, écoutez, il faut absolument s'aligner au maximum pour réduire l'exposition au bruit pour les populations soumises à des niveaux supérieurs aux valeurs suivantes, c'est-à-dire pour le bruit aérien pour toute la journée, 45 dBA, et pour la nuit, 40 dBA. Le bruit routier, vous le remarquerez, c'est 53 et en L-Night 45, et le bruit ferroviaire, 54 et 44. On voit bien qu'on est, nous, donc, avec des niveaux donc, qui sont inférieurs en bruit parce que le bruit est plus gênant pour l'avion. La France, quant à elle, au lieu d'essayer de s'aligner sur ces recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, elle a adopté un LDEN pour la journée de 55 et un L-Night de 50, soit 10 dB de plus que les recommandations de l'OMS. Donc, cherchez l'erreur. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Le bruit, je vous l'ai dit, historiquement, est ce qui a motivé les riverains, ce qui a fait que l'UE-CNA existe depuis 40 ans et des brouettes, l'UFCNA idem, les grandes associations franciliennes depuis longtemps aussi. Mais le transport aérien ne fait pas que faire du bruit, il participe à la pollution atmosphérique. Tout ce qui concerne le CO2, ce n'est pas moi qui vais l'aborder, mais c'est Charlène. Donc, on va résumer un petit peu. Les émissions à basse altitude, c'est une atteinte à la santé publique. Et pour bien comprendre les enjeux, la problématique peut être résumée par un slogan. Kérosène égale gasoil, aviation égale diesel. Le kérosène est proche du gasoil en tant que combustible, donc les émissions des avions présentent les mêmes polluants avec les mêmes conséquences que le diesel, classé comme cancérogène certain par l'Organisation mondiale de la santé. Les principaux polluants, je vous les ai cités là, sont les oxydes d'azote, les NOx, les composés organiques volatiles et les particules fines et ultra fines. Donc, les particules fines et les oxydes d'azote sont deux polluants qui ont un impact grave sur la santé et en particulier la santé des plus fragiles. Ils sont responsables d'affections respiratoires et pulmonaires, de l'asthme notamment, mais aussi de maladies cardiovasculaires. On y revient, c'est la double peine. Notez enfin que l'ozone, qui a aussi mauvaise réputation, est le résultat d'une réaction entre les oxydes d'azote et les matières organiques sous l'effet de rayonnement lumineux. L'ozone est aussi un gaz à effet de serre.
Les particules fines. Deux études récentes montrent l'importance des émissions de particules ultra fines sur les aéroports et autour, l'une à Copenhague et l'autre à Los Angeles. Elles ont au moins inquiété l'OACI sur les conséquences possibles pour le transport aérien. Voilà. Donc, les moteurs d'avion émettent des particules ultra fines inférieures à 10 et ce sont les plus dangereuses. Alors, nous demandons des réductions drastiques des émissions de bruit et en 2020, il a été établi que normalement, on devait avoir moins 50% de réduction du bruit et moins 50% de réduction pour les émissions de CO2 et moins 80% de réduction sur les émissions d'oxyde d'azote. Donc ces objectifs agrègent bien des programmes de recherche concernant aussi bien l'optimisation de la circulation aérienne que l'amélioration proprement dite des aéronefs. Et c'est vrai que les constructeurs s'arrachent les cheveux pour faire des progrès, mais ils sont malheureusement insuffisants pour compenser la croissance du trafic. Voilà. Donc, je ne reviens pas sur les NOx, je vous l'ai dit, simplement si, pour vous dire que les hospitalisations en urgence d'enfants de moins de 15 ans pour crise d'asthme augmentent de 6% par an en Île-de-France, particulièrement impactées par les NOx. Voilà, et on ne peut pas installer un système catalytique sur les avions. Ça signifie que l'aviation va se retrouver rapidement sous les projecteurs avec l'accusation d'atteinte à la planète et à la santé publique. Cette promesse de réduire de 80% les émissions de NOx aura permis au transport aérien de gagner quelques années de libre pollution. Donc, vous avez deux bonnes raisons de dire que moins on a d'avions, moins on a de bruit, moins on a de pollution. Alors, après, on passe à la diapo suivante, je n'en ai plus beaucoup. Perte de confiance et procrastination. Alors, tous les petits dessins que vous voyez, c'est les dessins de notre livre et guide qui est sorti en 2018, mais c'est toujours d'actualité. Alors, perte de confiance. Le secteur aéronautique, et nous on est à Toulouse, donc on le côtoie aussi, nous a beaucoup promis, mais il n'a pas tenu ses promesses. Et l'expérience que nous avons sur le bruit, nous riverains, depuis près de 30 ans, on peut la transposer pour la pollution atmosphérique, mais également pour la décarbonation. Donc, puisque le lobby, les gestionnaires d'aéroports, la Direction générale de l'aviation civile, les administrations ont échoué sur le bruit, on ne voit pas pourquoi on croirait les industriels alors que, ben voilà, ils ont fait la preuve qu'ils n'avaient pas pu résoudre le problème du bruit. Donc pourquoi pourraient-ils plus résoudre celui de la pollution atmosphérique et celui du réchauffement? Euh, et alors, pourquoi je vous le dis? C'est parce que toutes les cartes stratégiques du bruit n'arrêtent pas de grossir et la pollution elle-même n'arrête pas de grossir. Après, donc vous voyez Boeing et Airbus qui se tiennent main dans la main et en fait, on pourrait penser qu'il y a une réglementation qui nous protège. Non, il y a des exemples de lenteur et de progrès qui sont minuscules dans la gestion de quelque chose qui, ah ben, je vais vous donner un exemple, c'est intéressant, qui a trait à la décarbonation, en même temps qu'il a trait à la pollution. Vous connaissez tous les APU, les groupes auxiliaires de puissance, pour alimenter au sol les différents systèmes de bord. C'est environ 2 à 6 litres de kérosène à la minute. Alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est ça. Au début des années 2010, on a demandé une substitution des APU pour les opérations au sol avec une fourniture de courant électrique et d'air conditionné pour permettre aux gens de ne pas mourir de froid ou de chaud selon que c'est l'été ou l'hiver. Plus de 10 ans après, des arrêtés ont été pris, mais très peu contraignants, issus de la Direction générale de l'aviation civile. Il n'y a aucune contrainte pour l'installation de ces packs. Du coup, par temps chaud ou froid, impossible de se passer de ces API. Donc, je pense que j'ai voilà, balayé. Je vous laisser surtout la parole à d'autres. Je crois que j'ai à peu près fini. Fait voir, je crois que c'était la dernière diapo. Voilà, conclusion. Deux mesures à mettre en place d'urgence. Plafonner les aéroports, les aérodromes et les hélistations. Hein, c'est le même problème pour les grands aéroports comme pour les petits et comme pour les hélistations et les hélisurfaces. Et
toujours dans le cadre d'un plafonnement, mais d'un plafonnement drastique, généraliser les couvre-feux nocturnes sur toutes les plateformes en France. Mais pour bien faire, il faudrait que ce soit aussi en Europe. Voilà, donc j'ai terminé. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Maintenant, je laisse Charlène gérer. Voilà. Merci beaucoup Chantal pour cette présentation. C'est pas évident de faire en si peu de temps, donc merci beaucoup. Si jamais il y a des questions, oui, n'hésitez pas à mettre une petite étoile dans le chat. On va pas pouvoir en prendre beaucoup parce qu'on est contraint par le temps, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez voilà, une question pour Chantal. Sinon, on prendra aussi du temps de discussion un peu plus libre à la fin de ce webinaire. Si jamais c'est plus des questions stratégiques, comment on se structure. En tout cas, merci Chantal. On a plein de merci dans le chat. Pas de questions a priori? Tout est très clair. Bon, ça, c'est bien. Je vais tâcher de faire aussi bien. Alors, je vous propose de passer aux aspects climat du coup, et puis voilà. Du coup, et je vais essayer de faire vite, mais juste pour vous présenter globalement, donc moi je parle au nom du réseau Rester sur Terre, qui est la branche française de Stay Grounded, qui est un réseau international créé en 2016 à Vienne et qui milite pour la réduction du trafic aérien et de ses effets néfastes. Et nous avons plus de 200 collectifs membres à travers le monde qui luttent non seulement pour la réduction du trafic aérien, mais aussi contre les fausses solutions que le secteur nous propose, beaucoup de greenwashing, compensation carbone, etc., qui sont mises en avant à l'heure actuelle par ce secteur. Je vais donc vous parler des impacts principalement climatiques du secteur aérien. Pour vous dire quelque chose que vous savez déjà peut-être, c'est tout simplement le recours que nous avons à l'avion dans les pays riches en Occident, et qui est un recours qui est considéré comme normal dans la société, c'est un recours qui malheureusement est insoutenable. Un seul chiffre pour ça, j'ai pas envie de cadrer le débat sur des questions individuelles avec combien de tonnes de CO2 émet un aller-retour Paris-New York, etc. Peut-être que vous avez déjà ces chiffres en tête et ils sont intéressants. Mais moi, le chiffre que j'aime bien mettre en avant, c'est que si toute la population mondiale prenait l'avion comme les 10% les plus riches des Européens, eh bien, ça générerait 23 milliards de tonnes de CO2. C'est 2 tiers des émissions euh, pour la totalité des secteurs, pour absolument toutes les activités humaines en 2019. Et donc, très clairement, alors qu'on vit déjà au-dessus de nos moyens en termes d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, c'est insoutenable. Et on ne peut pas souhaiter que la démocratisation, la soi-disant démocratisation du trafic aérien s'étende encore plus. On peut aussi citer que le trafic aérien, en 2050, s'il continue sur la lancée qu'il a actuellement, eh bien, en fait, il sera responsable de 0,1 degré de réchauffement climatique. Et c'est colossal, puisque chaque dixième de degré compte. En fait, on a des effets de seuil incontrôlables qui vont être atteints si on ne régule pas, si on ne contrôle pas justement nos émissions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le problème avec le trafic aérien, c'est sa croissance. Le trafic est en train de retrouver son niveau de 2019, pré-Covid, et finalement, il n'a cessé de croître depuis l'invention de l'avion, avec des émissions qui ont doublé depuis 1980 et augmenté entre 2013 et de 33%, pardon, entre 2013 et 2019. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que tous les gains d'efficacité qui ont pu être faits en améliorant l'efficacité des moteurs, etc., eh bien, ces gains ont été engloutis par la croissance du trafic, qui est une croissance très importante, hein. La projection du secteur lui-même, c'est d'essayer d'atteindre à nouveau les 2,7% par an. Donc, ça veut dire que le trafic aérien double tous les 25 ans. C'est aussi un chiffre à avoir en tête qui est important pour comprendre la souffrance des riverains, en fait. Quand vous achetez une maison pas trop loin d'un aéroport et que, en fait, eh ben, le trafic en 25 ans double, forcément, c'est colossal et c'est pas forcément quelque chose que vous aviez anticipé. D'autre part,
il y a un aspect qui est un peu méconnu des effets du trafic aérien sur le climat et qui est important à rappeler, c'est qu'il ne s'agit pas que du CO2. Effectivement, un avion pour voler, eh bien, on brûle du kérosène pour faire fonctionner le moteur et donc on émet du CO2. C'est le principal gaz à effet de serre sur lequel on se concentre et donc en général, on a tendance à évaluer l'impact climatique de l'avion en donnant un montant de CO2. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avion est également responsable d'effets qu'on appelle hors CO2, qui sont donc différents composés gazeux qui vont être émis lors du vol de l'avion. Donc d'une part, les oxydes d'azote dont tu as déjà parlé, Chantal, et qui ont des impacts sur la santé également, mais aussi la production de traînées de condensation. Donc ce sont les traînées que vous voyez dans le ciel parfois, en fait, en fonction des conditions atmosphériques, elles vont se créer ou pas, et elles vont évoluer ou pas en cirrus qui vont avoir un effet réchauffant sur l'atmosphère. Ça forme comme une espèce de couette, et puis du coup, en fait, la chaleur est maintenue. Euh, et les dernières études, en fait, montrent que ces effets hors CO2 vont tripler l'impact climatique de la vie. Donc en fait, il faut tripler les effets CO2, enfin, on peut faire x3 par rapport au CO2 pour obtenir une estimation de l'impact climatique de l'avion. Faute d'être bien calculés, malheureusement, ces impacts, ces effets hors CO2 sont souvent mal pris en compte dans les objectifs de décarbonation. Et du coup, eh ben, ils sont pas, c'est pas fait comme il faut. Hop, j'admets Tom. Voilà. L'impact donc, climatique de l'avion en France, donc l'impact de l'aviation commerciale est estimé à 6,8% des émissions de CO2 françaises, selon la DGAC. Ça, c'est le chiffre DGAC. En ajoutant les effets hors CO2, ça c'est notre calcul maison à rester sur Terre, on arrive à 15%. Comme c'est un calcul maison, on a tendance à ne pas trop le mettre en avant, mais on a une fact sheet qui arrive bientôt, enfin une fiche descriptive qui arrive bientôt pour expliquer comment on a fait ce calcul. Et on voit souvent le chiffre de 5,3% en France qui est faux parce qu'en fait, le ratio n'est pas fait avec le bon dénominateur. Donc, ce n'est pas du tout un chiffre à retenir. Vous pouvez garder le chiffre de la DGAC de 6,8% déjà. Euh, et, et voilà. Et par ailleurs, il faut rappeler que le secteur des transports en France est le seul secteur dont les émissions continuent d'augmenter, notamment à cause de la voiture, mais pas seulement. Du coup. Bienvenue Tom, je suis en train de finir le petit laïus sur les impacts climatiques et ensuite je te passerai la parole. Le problème, donc, c'est que j'ai parlé de cette croissance du trafic aérien, elle est soutenue continuellement, en fait, par un certain nombre de projets et d'infrastructures qui permettent cette croissance, et notamment les extensions d'aéroports. Peut-être parmi vous, même je pense, oui, il y a des gens qui luttent contre ces extensions d'aéroports. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, malgré le fait que les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat demandait à ce qu'on interdise les extensions d'aéroports, eh bien, lors de la loi climat, ce qui a été conservé, c'est simplement que les aéroports n'ont plus la capacité d'obtenir une déclaration d'utilité publique pour leur acquisition de foncier et donc ne peuvent pas véritablement acquérir du foncier pour s'étendre. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'en ont pas du tout besoin parce qu'en fait, ils ont déjà tout le foncier nécessaire pour pouvoir créer les infrastructures qui permettent l'augmentation du trafic. Et par ailleurs, souvent, quand on parle d'extension d'aéroport, on imagine tout de suite une nouvelle piste. Alors, on se dit que c'est forcément comme ça, par là que ça passe, mais en fait, c'est souvent plutôt des infrastructures, un nouveau bâtiment qui va permettre d'accueillir davantage de monde et qui va donc permettre d'augmenter le trafic parce que la piste n'est pas encore saturée. Donc, il ne faut vraiment pas voir les extensions d'aéroports comme simplement une nouvelle piste, mais plutôt comme finalement de nouvelles infrastructures qui permettent l'accueil de plus de passagers. Donc, avec le réseau des luttes pour la réduction du trafic aérien et réseau des luttes qui est constitué de ces luttes locales contre les extensions d'aéroports, on s'est dit à un moment qu'il fallait qu'on passe à la vitesse supérieure, que la revendication d'interdire les extensions d'aéroports n'était plus suffisante, puisqu'elle n'avait même pas été reprise dans la loi climat de manière correcte,
et que il fallait demander à ce qu'on plafonne en fait le nombre de vols sur les plateformes. Pour être complète sur ma description, et Chantal a raison, en France, on se base surtout sur les rapports franco-français. Les autres rapports ne comptent pas. Donc, je voulais quand même vous citer 3 ressources importantes qui peuvent vous permettre justement d'argumenter en faveur de la décroissance du trafic aérien. Ces 3 rapports sont complémentaires. Ils ont des approches un poil différentes, mais finalement, ils disent quasiment tous la même chose. Donc, le premier, c'est un rapport paru en mars 2021. C'est le Shift Project avec le collectif Supaéro des Carbo, donc qui est un collectif d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs de Supaéro qui donc travaillent dans le secteur aérien, qui ont travaillé à une approche par budget carbone pour calculer en fait avec des solutions technologiques plus ou moins importantes, si oui ou non on pouvait continuer à maintenir la croissance du trafic aérien. Ensuite, on a eu en mai 2022 l'apparition du référentiel aviation et climat de l'ISAE Supaéro. Donc ici, il s'agit d'un rapport quand même académique qui a été fait par des profs de Supaéro et revu par les pairs. Donc c'est vraiment une somme qui est assez importante parce que ça fait date, en tout cas d'un point de vue académique. Et par ailleurs, je vous recommande la synthèse parce qu'elle est très bien faite, on comprend bien. Ce qu'apporte en plus ce rapport, je trouve, par rapport au Shift Project, c'est que on questionne la place qu'a le trafic aérien à l'heure actuelle, enfin le secteur aérien, dans le gâteau des émissions françaises. C'est-à-dire qu'on dit que, eh ben, il n'a jamais été décidé démocratiquement d'allouer une telle part, en l'occurrence 6,8% des émissions de CO2, à l'aviation en France, et que c'est tout à fait quelque chose qui devrait être discuté en fait pour voir à quel secteur on a envie de donner les émissions dont qu'on peut encore se permettre. Et puis le dernier rapport, paru en septembre 2022, qui vient compléter le triptyque, c'est l'élaboration de scénarios de décarbonation du secteur aérien, enfin de transition écologique du secteur aérien, par l'ADEME. Et donc là, l'avantage déjà, c'est que l'émetteur, c'est l'ADEME. Ils ont identifié, donc, ils ont travaillé à 3 scénarios différents avec 3 hypothèses. Une hypothèse plutôt de décroissance, de peu de solutions technologiques et beaucoup de solutions de réglementation. Une hypothèse avec des solutions technologiques très très fortes, très optimistes, trop optimistes selon nous, et une hypothèse mixte. Et quasiment dans tous les cas, en fait, il faut quand même faire décroître le trafic pour rentrer dans les clous des émissions finalement que la France peut encore se permettre. Donc voilà, des approches différentes, mais des conclusions similaires pour limiter l'élévation de température à 1,5 degré, donc pour respecter l'accord de Paris, une réduction immédiate du trafic aérien est nécessaire. Et les solutions technologiques, en fait, ne sont ni suffisantes ni suffisamment rapides pour maintenir cette croissance. Donc après, en fonction des scénarios qui ont été élaborés, on va avoir des conclusions en termes de décroissance du trafic qui varient, mais grosso modo, on revient toujours à cette même conclusion. Et ce qui est important aussi, c'est du coup d'acter que finalement les solutions technologiques qui sont mises en avant par le secteur sont finalement plutôt des leurres, des excuses à l'inaction et pas du tout en fait de véritables solutions de décarbonation alors qu'elles sont mises en avant comme telles par le secteur. Je passe sur ces slides-là, je vous les ai mises pour que vous ayez un peu un aperçu de ce qu'il y a dans les rapports sans même les ouvrir. Mais voilà, vous aurez les slides que je vous enverrai et je ne détaille pas tout ça. Et je rappelle que si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le greenwashing mis en œuvre par le secteur aérien, on a pas mal de ressources sur notre site internet. Je vous ai mis le lien. C'est Rester sur Terre /greenwashing. Et on décrypte de manière assez claire, mais quand même détaillée, pourquoi est-ce que telle ou telle solution qui est mise en avant par le secteur n'en est pas une. Ah, je vous ai mis les extensions. Pourquoi j'ai fait ça? Oui, juste pour vous dire qu'en fait, du coup, désormais, au sein du réseau
des luttes, on est passé à la revendication de plafonnement des aéroports, aérodromes et héliports, et que du coup, c'est donc notre revendication pour la campagne à venir, qu'on vous présentera juste après, de plafonner ces aéroports en dessous du niveau de 2019, qui est le niveau de référence, tout en s'assurant que le bruit, la pollution de l'air et les émissions de CO2 soient également orientées à la baisse. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce qu'on veut éviter que le report de vol, enfin la transformation d'un vol, par exemple court courrier en un vol long courrier, n'augmente les émissions. Il faut également qu'il y ait une vérification à ce niveau-là si on plafonne le nombre de vols. Et grosso modo, les objectifs qu'on poursuit, c'est limiter les nuisances. Donc comme le disait Chantal au tout début, planifier la décroissance du trafic aérien, c'est-à-dire faire en sorte de commencer à initier un plafond, quoi, et puis ensuite de le faire baisser progressivement pour permettre cette décroissance. Et puis, on fait cette demande de manière conjointe, ensemble, entre donc, lutte locale pour la réduction du trafic aérien, parce que ce qu'on cherche à éviter, c'est le report des vols d'une plateforme sur l'autre. Si on obtenait un plafonnement à Roissy, on peut imaginer qu'une partie des vols serait déportés sur Orly ou sur Beauvais. Et ça n'est pas admissible dans notre perspective. Et donc, c'est vraiment aussi d'acter que le trafic aérien est quelque chose, enfin, qu'un avion atterrisse, il faut qu'il décolle quelque part, et vice-versa. Et du coup, forcément, il faut qu'on travaille conjointement pour faire en sorte de réduire ce trafic aérien. Voilà. Oui, Orly est plafonné, merci Dominique. C'était un mauvais exemple. Mais c'est Beauvais qui prendrait, je suis d'accord. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects climat et la revendication? Ou ça va? Ouais, ça va. Comme je le disais tout à l'heure, on aura une discussion un peu après l'intervention de Tom. Donc, s'il n'y a pas de grosses questions qui vous brûlent les lèvres, je vous propose de laisser la parole à Tom. Tom, si tu es là. Ouais, Yes, je, salut. je remets la vidéo, hein. Ouais, Ok. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je travaille avec le bureau européen de Greenpeace à Bruxelles, donc, dans l'équipe climat, énergie, transport. Et donc, dans le cadre de ce travail, je bosse pas mal sur les sujets d'aviation. Alors après, le plafonnement des vols aux aéroports, c'est pas quelque chose sur lequel on bosse très activement au niveau européen à Greenpeace, parce que c'est en fait dans les faits, c'est quelque chose de plus local où le niveau d'action le plus efficace, c'est au niveau local. Donc, ce sera par exemple les actions qu'il y a eu pour Schiphol. S'il y a des néerlandophones dans la salle, je m'excuse, je n'ai jamais réussi à prononcer ça comme il faut. Mais donc, les actions qu'il y a eu là-dessus, c'était évidemment Greenpeace Pays-Bas qui gérait ça. Mais bon, évidemment, on suit ça quand même. Et au final, la réglementation principale, elle existe au niveau européen. Donc, c'est un règlement de 2014, mais il y a une réglementation depuis 2002 déjà, donc ça commence à vraiment faire longtemps. Et donc, c'est un règlement qui permet la limitation de l'exploitation des aéroports dans le cas de pollution sonore. Donc, c'est vraiment limité aux questions de bruit. Donc, généralement, il s'agit des vols de nuit ou quand les aéroports sont près de quartiers résidentiels. C'est un règlement européen, donc sans vouloir vous ennuyer avec du droit européen, ce que ça veut dire, c'est que ça s'applique directement. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la loi nationale avec laquelle il a été transposé dans chaque pays. C'est vraiment le même pour absolument toute l'Union européenne, ce qui est beaucoup plus simple pour connaître les règles qui s'appliquent. Et donc, ce règlement, ce qu'il fait, c'est qu'il décrit un peu les règles et les procédures à suivre par les autorités compétentes qui voudraient plafonner ou, d'une manière ou d'une autre, limiter l'activité d'un aéroport pour limiter les pollutions sonores. Et donc, ces règles sont censées suivre ce qu'on appelle donc une approche équilibrée, balanced approach, qui elle-même est un principe, c'est un concept qui vient de l'organisation de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Et donc déjà, on voit un peu le problème. Il y a pas mal d'éléments de ce règlement qui montrent que c'est pas, il a certainement pas été conçu comme quelque chose pour comment dire, régler le problème climatique posé par les aéroports. Donc le but, c'est pas vraiment de faciliter de faciliter la limitation des vols. Et c'est pour ça que c'est assez facile de remettre en cause des décisions qui peuvent être prises sur la base de ce règlement. Par exemple, juste pour illustrer ça, les objectifs affichés du règlement, c'est le développement durable des aéroports. Donc, il y a durable dedans, mais c'est quand même l'idée, c'est quand même aussi de ne pas entraver l'activité des aéroports, de pas pénaliser le business derrière. Et donc, l'objectif final, c'est quand même toujours de pouvoir, développement, ça ne veut pas forcément dire expansion, mais pour beaucoup, c'est un peu ce qui est entendu. Ceci étant dit, c'est un règlement qui a été utilisé pour limiter le nombre de vols de certains aéroports. Donc, Schiphol, c'est le plus gros, c'est l'exemple, hein, l'exemple typique et l'exemple le plus actuel, toujours en cours d'ailleurs. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut être utilisé là-dedans. Il y a différentes mesures qui sont décrites, de différentes mesures qui sont disponibles. Tout bêtement, s'attaquer à la source du bruit. Donc, ça peut être des mesures qui visent à limiter la pollution sonore pour les riverains. Limiter donc le nombre de mouvements, évidemment, donc le nombre de vols dans l'aéroport. Donc, ça, c'est la mesure qui va le plus souvent mener à des contestations du lobby aérien généralement, ou également dans la même veine des couvre-feux. Euh, mais l'idée, la règle d'or dedans, c'est de traiter ce problème de bruit de manière, ils disent, économiquement efficiente. Donc encore une fois, on voit bien que là, le, désolé, je travaille en anglais, donc j'ai souvent les mots qui me viennent en anglais, je veux pas faire le Jean-Paul Van Damme, mais donc le but ultime, ça reste quand même de pas perdre des sous. Ensuite, les règles elles-mêmes, donc sans trop rentrer dans le détail, il y a tout un nombre de règles à suivre pour qu'on puisse considérer que l'approche équilibrée, le concept de l'approche équilibrée était respecté. Et ça inclut donc bien déjà en amont définir le bruit auquel on va s'attaquer, donc le niveau, enfin toutes les caractéristiques, de définir les mesures qu'on pense appliquer pour y remédier, de montrer qu'on a évalué le rapport coût-efficacité, et aussi de montrer que la mesure qu'on a sélectionnée euh, était compatible avec les exigences de sécurité aussi, mais également compatible avec l'intérêt public du développement des aéroports. Donc encore une fois, on voit bien que le règlement, les personnes qui l'ont rédigé, les négociations qu'on menait à ce règlement, toujours il y a cette idée derrière que enfin, l'idée du règlement n'est pas d'entraver le développement ou l'extension des aéroports. Même si on arrive à l'utiliser pour ça, faut quand même toujours garder ça en tête quand on veut utiliser ça comme arme. Et ensuite, il y a également évidemment une obligation de consultation avec les parties prenantes, dont les riverains, et de prévoir aussi des mécanismes pour régler des contentieux une fois que la limitation a été actée. Donc voilà, j'espère que ça c'est un peu la présentation du cadre réglementaire. Pour ce qui s'est passé à Schiphol, donc c'est une saga qui en finit pas. À la base, donc, Schiphol était de toute façon comment dire, euh, ils contrevenaient à leurs obligations au niveau du bruit. Le niveau de pollution sonore était excessif. Donc, le gouvernement néerlandais se retrouvait dans l'obligation d'y remédier. Il n'y avait pas d'autre solution là que la réduction du nombre de vols. Donc, ils étaient, je crois, à 500 000. Et la proposition à la base, en juin 2022, la décision même qui avait été prise en juin 2022, c'était de le réduire à 440 000, ce qui a provoqué un tollé dans le lobby aérien. Et, euh, et il y avait un petit problème un peu là spécifique, sans trop rentrer dans le détail aussi, qui était que cet aéroport, évidemment, il est très ancien et n'avait pas de permis environnemental.
Plus tard, il y a une obligation de permis environnemental qui a été actée. Ils étaient un peu coincés parce que pour pouvoir réaugmenter le nombre de vols, il aurait fallu qu'ils demandent formellement un permis environnemental qu'ils n'auraient évidemment jamais eu. Donc, il y avait aussi, c'est ça aussi un peu qui explique le fait que le gouvernement néerlandais ait été aussi ambitieux comparé à d'autres pays où il y a des aéroports de cette taille-là. C'est un petit truc technique qui fait que la situation de Schiphol n'est pas tout à fait. On peut pas s'attendre à ce qu'elle soit reproduite nécessairement ailleurs en Europe. Donc, je pense que vous aurez peut-être suivi l'histoire, mais ça évidemment les lobbies aériens ont contesté cette décision en justice. Il y a eu aussi une contestation politique très forte notamment des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Commission européenne, de la commissaire au transport Valéane, qui est extrêmement pro-aviation. Donc, c'est un peu la femme en charge du transport au niveau de l'Union européenne et elle est vraiment, elle le dit ouvertement, il y a aucun, elle est très, très pro-aviation. Il est hors des questions de parler de réduction du trafic aérien avec elle. Donc, clairement, elle, c'était pas quelqu'un qui allait prendre le parti de cette limitation des vols. Donc, il y avait un peu toute cette pression sur le gouvernement néerlandais. Pour les États-Unis et le Royaume-Uni, ça venait notamment du fait qu'ils avaient des grosses compagnies qui allaient être pénalisées à cause des règles d'ancienneté, qui fait que les compagnies aériennes qui sont depuis le moins longtemps, qui ont depuis le moins longtemps des créneaux dans l'aéroport sont les premières à perdre leurs créneaux s'il y a une réduction. Et ça pénalisait une grosse compagnie américaine dont j'ai oublié le nom. Et du coup, même les Américains s'en sont mêlés. D'où le rétropédalage, mais une autre proposition a été faite quand même de limitation, et celle-là est encore en cours d'évaluation. Donc là où on en est maintenant, c'est qu'on attend que la Commission rende son avis. Donc il y a la possibilité, sous le règlement que j'ai décrit, pour un gouvernement qui choisit de limiter la capacité de son aéroport, on informe la Commission et toutes les règles que j'ai un peu décrites avant. L'idée, c'est de montrer qu'il a bien respecté toutes les règles, qu'il a bien suivi l'approche équilibrée, et la Commission est censée voir ça. Et une fois que la Commission a toutes les informations dont elle a besoin, elle a 3 mois pour donner sa décision. Et là, en fait, on est dans une position où la Commission estime qu'elle n'a pas encore toutes les informations qu'il lui faut et demande encore des informations. Donc, apparemment, là où on en est, le plafonnement des vols qui était censé prendre effet en septembre, là, vu les délais dans lesquels on est avec les élections et tout ça qui se passe, ça ne va sûrement jamais, ça ne va sûrement jamais être, la décision de la Commission ne sera sûrement jamais rendue à temps pour cette échéance de septembre. Et alors, je vois que j'ai des questions. Je ne sais pas si vous voulez que je réponde aux questions ou s'il y aura un moment après pour Comme tu souhaites, si ça. cette question-là Ouais, permet de ouais, ouais. préciser Donc ton bah, propos, c'est une vas-y. décision sur, ouais, c'est une décision sur l'application du règlement. Donc c'est techniquement pas une décision sur le plafonnement, mais c'est une décision sur l'application de l'approche équilibrée. Évidemment, si la Commission estime que ça n'a pas été respecté, le plafonnement n'aura pas lieu et le gouvernement néerlandais devra revoir sa copie. Donc ça reste quand même, c'est très significatif si la Commission aura une mauvaise décision. Après, il faut savoir que généralement les décisions de la Commission sont prises de manière collégiale. Donc même s'il y a évidemment, sur cette question-là, c'est la DG Transport qui tient le stylo. Elle doit quand même consulter les autres DG. Et heureusement, quand même pour nous, dans la commission, il y a quand même des différences d'opinion. Et donc, si la DG en charge du transport est extrêmement pro-aviation, etc., comme j'ai écrit, et pas juste la commissaire, il y a aussi dans le staff aussi des gens qui sont très pro-commission. Il y a heureusement la DG Climat qui est plus raisonnable sur ces sujets-là. Et donc, il y a quand même de véritables négociations qui peuvent avoir lieu. Et c'est notamment ce qui s'était passé sur un autre sujet, sur la décision de la Commission sur l'interdiction française des vols courts, qui avait finalement été autorisée avec quelques conditions. Et là, il y avait clairement eu une grosse bataille à l'intérieur de la Commission entre la DG Climat et la DG Transport. Donc oui, c'est sur la forme, la décision. Mais comme toujours dans ces cas-là, le, c'est souvent sur ces questions-là qu'on peut réussir à faire échouer une décision. Donc même s'ils peuvent pas remettre en cause la volonté politique derrière,
le raisonnement politique pour un tel plafonnement, euh, ils peuvent quand même facilement, sur des questions plus formelles, arriver à faire échouer le plafonnement. Donc voilà, c'est là où on en est à peu près sur Schiphol, qui est un peu, je vous avoue, désolé, hein, c'est le seul sujet de plafonnement des aéroports que j'ai un peu suivi de plus près. Mais je sais pas, ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et DJNV serait consulté, mais dans la pratique, c'est pas la DG Environnement dans la pratique ne sera pas forcément. Elles sont pas toutes à regarder toutes les décisions, sinon ce serait interminable. Et je crois que sur ces questions-là, je m'attendrais plutôt à ce que ce soit DG Climat. Quoique, non, c'est vrai que là, comme il y a une question de bruit sonore, de pollution sonore, c'est avec DG Environnement, ce serait logique, voire même DG Santé. Mais c'est pas toujours la DG à laquelle on s'attend qui regarde ça de près. Voilà. Merci, Tom. Euh, donc, Dominique, tu disais que il fallait faire pression en particulier sur la DG Mauve, du coup. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Dominique, peut-être. DG Move, c'est transport, hein. Je l'ai Ouais, appelé DG Transport, mais elle s'appelle en effet DG Move. yes. Oui, pardon, on m'a dit que euh, les relations entre l'administration française et la DG Move étaient un petit peu difficiles et que la DG Move, n'ayant pas suffisamment de pression des riverains d'aéroport, peut-être qu'il faudrait qu'on se fasse plus pressant auprès de ces DG Move enfin, moi j'ai toujours eu du mal avec eux parce qu'ils sont tellement pour le transport aérien qu'on n'arrive pas à faire passer quoi que ce soit. Il y a Flor Diaz et George Pinto notamment, moi voilà, qui ont été les deux personnes auxquelles on a pu s'adresser. Euh, avec la DG Envie, ça se passe très bien, notamment sur le bruit. On a quelqu'un qui est vraiment à l'écoute et qui aimerait faire passer aussi des choses auprès de la DG Move et qui a besoin de notre aide. Voilà. Mais même l'État français a des problèmes avec le DG Move. Ils n'écoutent rien, ils n'entendent rien. Voilà. Oui, il y a même eu dans des réunions la commissaire Valéane, donc tout en haut, qui clairement était très claire sur l'idée elle avait pas envie que d'autres États membres prennent l'exemple de la France sur les vols courts. Donc c'est ouais, c'est vraiment pas un interlocuteur idéal pour nous, ça c'est clair. Et peut-être pour la pression, il y a une lettre publique qui a été faite par un nombre d'ONG, dont Greenpeace Pays-Bas, sur Schiphol, qui a été envoyée en janvier à la commissaire Valéane. Mais bon, je, moi, je m'attends vraiment pas à ce que ça change quoi que ce soit, malheureusement. C'était bien pour le principe de l'avoir, mais Non, là, on me parlait justement de pression plutôt des riverains. Euh, voilà, parce qu'ils ont plus de mal avec les riverains à justifier certaines choses qu'avec des organisations environnementales. C'est juste, on mais, s'adresse à des vrais gens, en fait. C'est ça le problème, et pas des ouais. organisations. Mais il y avait des associations de riverains qui s'étaient joints à la lettre. Donc, c'était pas juste des ONG vertes, désolé. Sur ta question, j'ai vu qu'il y avait une question de Marseille à propos de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée et comment intégrer le plafonnement là-dedans. Euh, Peut-être qu'on peut y répondre après. Enfin, en tout C'est cas, comme j'avais... tu veux, mais on peut. Moi, je veux bien apporter un petit peu enfin, Vas-y, ce que Chantal, alors. l'UFCNA donne comme idée, c'est moins de vols qu'en 2019. Point barre. Donc, voilà. Donc, par exemple, à Toulouse, on était grosso modo à 100 000 mouvements. On ne veut pas, voilà, on ne voudra pas, on n'aimerait pas qu'il y ait 100 000 mouvements. Il faut que ce soit en dessous. Alors après, chaque aéroport le fixe, hein, mais voilà, c'était pour nous 2019, ça a été l'année horribilis, donc euh, on est en dessous. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Après, il y a d'autres questions auxquelles j'ai vu, on peut répondre, mais c'est toi qui donnes la parole sur les plaintes, sur tout ça. Voilà. Eri demande sur cette histoire de moins de vols que 2019, toute activité confondue. Chantal.
Alors, ben, ça dépend sur quel type d'aéroport, quel type d'avion. Oui, toute Ouais. activité confondue. Nous, par exemple, on a des vols d'essai, des vols d'Airbus. Bien sûr, on les met dedans, hein. Donc, c'est moins de vols qu'en 2019, toute activité confondue. Peut-être, je me dis, enfin, je ne sais pas trop comment faire, mais je me dis que ça peut être intéressant de présenter nos revendications et la campagne d'abord, et ensuite d'ouvrir la discussion parce que j'ai l'impression que certaines questions, on va répondre à certaines questions grâce à enfin, cette micro-présentation. Si ça vous va, j'enchaîne et puis ensuite on en discute un petit peu. Du coup, vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est bon. Euh, Grosso modo, du coup, on a déjà commencé à parler de plafonnement des aéroports en France avec donc cette idée que je vous disais, que les extensions d'aéroports enfin, n'étaient pas un cheval de bataille suffisant et que du coup, enfin, la lutte contre les extensions d'aéroports n'était pas un cheval de bataille suffisant et on voulait demander à ce qu'il y ait un plafonnement. Et puis, on s'est engouffré en fait dans le cas Schiphol en se disant Roissy, c'est à peu près le même nombre de mouvements, donc Roissy, si c'est possible en fait à Amsterdam, c'est possible aussi à Roissy. Par ailleurs, on a publié pas mal de choses l'année dernière, notamment donc des professionnels de santé qui ont alerté sur le problème de santé publique que représentait le bruit aérien, donc dans une tribune parue dans Le Monde en décembre 2022. Et puis ensuite, on a publié une tribune signée par plus de 70 organisations pour le plafonnement des aéroports en mai. Et en mai dernier, on a organisé eh bien, des mobilisations pour faire parler de cette idée de plafonnement. Euh, L'avantage, c'est qu'à l'époque, on avait un ministre des Transports qui était plutôt à l'écoute, enfin, pas forcément hyper pointu sur les sujets aériens, mais en tout cas, dont la porte était ouverte et qui, suite aux mobilisations qu'on a eues, donc, qui étaient des mobilisations organisées à l'initiative de l'Union européenne contre les nuisances des avions, donc l'UE-CNA. On a eu 17 mobilisations en France, 14 mobilisations dans le monde, et puis une réaction de Clément Beaune qui a reçu les organisations suite aux mobilisations en région parisienne. Je vous ai mis le communiqué de presse si vous souhaitez vous y référer quand vous aurez la présentation. Donc, ça n'a malheureusement donc le gouvernement a été remanié depuis. Donc la porte du ministre, il n'y a plus de ministre d'ailleurs. Donc bon, on attend tout ça, mais en tout cas, on tient à ne pas lâcher le morceau. Et en fait, les études d'impact selon l'approche équilibrée qui sont en train d'être menées sur les plus grosses plateformes, en tout cas françaises, nous offrent une nouvelle opportunité de reparler de ce plafonnement des aéroports. Comme l'a dit Tom, évidemment, cette approche équilibrée, elle n'est pas vraiment faite pour limiter le nombre de vols. Enfin, en tout cas, elle, elle permettrait de restreindre l'activité aéroportuaire, mais à la marge si toutes les autres choses ont été effectuées et si l'équilibre économique de l'aéroport est maintenu, ce qui fait qu'en fait, effectivement, ça ne va a priori pas dans notre sens. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même très compliqué d'obtenir des choses avec ces études d'impact. Mais néanmoins, elles nous permettent d'avoir un véritable, enfin, en tout cas, un objectif politique clair et de venir peser dans les études le plus possible quand on le peut. Donc, pour info, voilà, il y a plusieurs personnes dans la salle, je pense, qui travaillent sur ces études d'impact et qui essayent de faire pression euh, dans les études d'impact locales. Il faut savoir aussi que ces études d'impact qui, au départ, étaient pilotées par la DGAC, ont été remises sous tutelle des préfets. Et donc, ça reste quand même quelque chose de plus intéressant pour nous parce que on peut s'adresser au préfet, on peut faire pression et essayer de faire valoir du coup que les nuisances ne valent pas les intérêts économiques qui sont protégés à l'heure actuelle. Mais bon, ça reste toujours difficile. Donc voilà. Je ne sais pas si la carte que j'ai mise est à jour. Enfin, c'était une carte issue d'un document de la DGAC, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit à jour. Il y a quand même le gros scandale à Nice que l'étude d'impact n'est pas réalisée parce qu'elle est soi-disant pas nécessaire.
J'espère que le groupe de Nice, vous allez peut-être réussir à vous mobiliser, à faire en sorte d'en obtenir une. Nous, c'est vrai qu'à Lille, on a obtenu plutôt sous la pression, enfin en envoyant 1000 lettres au préfet, quoi. Oui, il y a une EIAE à Lille et on l'a gagnée parce qu'on a envoyé beaucoup de lettres. Donc voilà, mais en tout cas, on inscrit dans ce contexte-là cette mobilisation pour le plafonnement des aéroports, sans fausse naïveté, sans se dire qu'on va forcément obtenir des plafonnements partout, parce que on en est bien loin et le contexte politique est très difficile. Pour autant, ce contexte-là, ces EIAE, ces études d'impact selon l'approche équilibrée, nous permettent quand même de faire monter ce sujet-là et de donner à voir et à savoir en tout cas que la réduction du trafic aérien est absolument nécessaire et de faire, par exemple, faire valoir l'existence des rapports que j'ai cités préalablement pour la question climatique. Encore une fois, hein, les EIAE ne parlent que du bruit. Donc, on utilise juste ce mécanisme-là pour dire, et au fait, il y a aussi un autre problème. Mais bref, même seulement sur le bruit, enfin, ça légitime totalement de se battre pour que ces études, enfin, pour que ces études d'impact permettent des restrictions de vol. Voilà. Donc, la campagne qu'on est en train de lancer, c'est de se remobiliser le 13 mars partout en France, sur le plus possible de plateformes ou devant les préfectures. Et par ailleurs, on va également lancer une pétition pour le plafonnement pour faire monter cette revendication. Et on lancera ça lors de la nomination du secrétaire d'État au transport qui est imminente, a priori. Elle reprend les grandes lignes de notre tribune de mai et l'idée c'est de remettre le pied dans la porte puisque Clément Beaune a disparu. Il faut bien qu'on puisse se réadresser au nouveau ministre des Transports. Donc voilà, il y aura ça pour faire monter la sauce très prochainement et ensuite en mars, on vous invite tous et toutes à vous mobiliser. Si vous avez des EIAE pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient les plus ambitieuses possibles et les plus restrictives possibles, si vous n'en avez pas, pour faire valoir qu'en fait, la réduction du trafic aérien est absolument nécessaire pour la santé et le climat et que en fait, ces restrictions de vol, elles devraient être envisagées partout pour pas qu'il y ait de report et pour que enfin voilà, je crois que je suis claire. Et du coup, pour rejoindre la campagne, et ça vous l'aurez dans le document que je vous partagerai, vous avez un fil Telegram que vous pouvez rejoindre si vous voulez inscrire votre groupe à la mobilisation du 13 mars. Vous inscrire avant le 13 février sur le formulaire que j'ai mis en lien ici. Et puis, par ailleurs, je rappelle pour certains et je dis pour d'autres que la prochaine réunion du réseau des luttes aura lieu mercredi prochain de 18h à 19h30 en ligne et que vous y êtes tous et toutes les bienvenus. On y parlera principalement de ces mobilisations-là et de comment les rendre les plus massives. Enfin, en vrai, massives, c'est pas obligé, mais les plus enfin, successful. Bref, qu'elle soit un succès. Et voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, je crois que j'ai tout dit, mais Chantal, n'hésite pas à compléter si jamais tu vois des angles morts Alors, dont je n'ai pas moi, parlé. je veux bien compléter. Si on veut que la journée soit réussie, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, alors c'est toujours pareil, il y a les aéroports, les aérodromes, les hélistations. Donc, moi, ce que je pense, c'est journée européenne. J'espère que ce sera vraiment européen si on arrive à mobiliser les réseaux. Parce que bon, on peut peut-être voir avec Dominique, qui est toujours en lien, bien sûr, avec l'Union européenne, hein, mais autrefois, Dominique était présidente, elle ne l'est plus, donc c'est elle qui était la cheville ouvrière, hein. Et ensuite, ne pas oublier les aérodromes. Alors, Roissy est un aérodrome, mais si on veut embarquer avec nous les aérodromes, donc les petits aérodromes, voilà, les tours de piste, tous ceux qui ont vraiment des problèmes, voilà, tous Sulnoble, etc., il faut le rajouter, je pense, voilà, pour le plafonnement des aéroports et des aérodromes. Même si, voilà, donc il faut
Et je pense que, parce et puis j'ai vu qu'il y avait quelques questions justement qui me disaient, mais comment est-ce qu'on peut transposer ce que vous faites sur les aéroports, sur les aérodromes? Donc, ben, il existe bien une réglementation pour les petits aérodromes ou les aérodromes petits, donc ça c'est sûr, mais elle est mauvaise, elle est à arranger. Et justement, au sein de notre Union française, on a une mission qui s'appelle Mission Aviation Générale, dite Aviation Légère aussi, qui, elle, essaye et proposerait normalement avant la fin de l'année, avant le mois de juin, des propositions de réglementation réelle sur les aérodromes, pour les tours de piste, pour tout ça. Donc, si ça peut intéresser, je fais passer le nom du chargé de mission qui s'occupe de ça. Voilà, il s'appelle François Wolf. Voilà. Donc, ça, c'est important. Si on veut mobiliser du monde partout, sur petits et grands aéroports, il ne faut pas les oublier, même dans le visuel. Voilà. Donc, qui est bien, hein, mais il manque un petit peu, encore quelque chose. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus ou sur d'autres, où il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu? Euh, je pense qu'il y avait ces questions d'action en justice possible lors de nuisances sonores, question qui était posée par Pierre. Euh, est-ce que Chantal, tu peux répondre peut-être? Alors, j'aimerais avoir une question un tout petit peu plus précise. D'abord, je ne vois plus bien où elle est la Attends, je vais question. enlever je vais arrêter le partage. Voilà. Et c'était une question, il y a eu une question pour Chantal. Ta, 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 ta. Nuisance sonore, deux points, dépôt de plainte, point d'interrogation. Ah C'était oui, le dépôt de plainte. Oui, alors hein. ça, c'est une plainte. Alors, c'est si on est dérangé par un avion, on peut se plaindre auprès du gestionnaire de l'aéroport. Alors, sur les grands aéroports, c'est généralement lié à celui qui analyse le bruit, c'est-à-dire par l'intermédiaire des capteurs de bruit et du gestionnaire de ces capteurs de bruit. Mais n'importe qui, normalement, qui est censé déposer une plainte, doit avoir une réponse. Alors, autrefois, nous, on passait directement par notre propre site, les gens râlaient, etc. On a eu certaines années 10 000 ou 15 000 plaintes. On les faisait remonter directement à l'aéroport et ils répondaient. Maintenant, ils répondent que si on dépose des plaintes sur leur propre site à eux. C'est un peu plus compliqué, il y a des captchas, il y a des machins, des trucs, mais on y arrive quand même. Donc, on est fortement encouragé à aller porter plainte parce que la bonne santé d'un aéroport se compte aussi, c'est un des indicateurs, à son nombre de plaintes. S'il n'y a pas de plainte, c'est que tout va bien. Et donc, voilà. Donc ça, c'est des plaintes. Après, il y a toutes les actions juridiques. Des actions juridiques, on en mène et on en mène beaucoup. Alors, et c'est peut-être pour Tom aussi, on a déposé une pétition européenne demandant un moratoire sur les nuisances et justement sur le nombre de vols. Et elle a été acceptée par la Commission européenne. Donc, et notre avocat est sur l'affaire, mais notre avocat, il est très pris et il ne nous répond pas en ce moment. Mais on espère bien avoir des nouvelles de cette pétition européenne parce que on avait entendu dire que peut-être on serait même reçu à Bruxelles. Donc, voilà, nous, riverains, parce qu'on a posé cette pétition qui a eu l'air de plaire, voilà, qui a retenu l'attention, comme on dit. Voilà. Moi, après, je crois que j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Ouais, peut-être Tom, du coup, sur cette. Je crois que c'est. Ouais, ça dépend juste après du type. C'était une pétition sui generis. Ouais, parce qu'il y a une procédure spécifique, mais je pense que si c'est les riverains, ce sera pas ça. S'il y a une procédure spécifique de pétition où on peut forcer même à ce qu'il y ait une réponse de la commission, etc. Mais là, je crois qu'il faut 1 million de personnes. Donc, si c'est une pétition des riverains, je pense que ça ne sera pas ça. C'est pas, non, on n'est pas à 1 million, mais on avait été suffisamment nombreux pour retenir l'attention de la Ouais. commission Ok. qui nous a dit vous êtes recevable. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'après, il y a eu le Covid, hein, parce que c'était en même temps. Voilà. Et donc là, il faut qu'on relance la machine, hein. Voilà. Donc, mais on se tiendra au courant parce que j'essaierai, je noterai ton numéro, ton adresse mail et je t'enverrai ça et tu verras où ça en est. Voilà.
Oui, bon, Charlène, tu partageras mon adresse si, comme ça s'il y a des questions. Super. Pas de Et peut-être problème. si j'étais assez vite, si tu veux, pour les notes de votre meeting ou quoi, que Ok, j'écrive les points que j'ai couverts. Comme ça, c'est. ouais, pas de souci. Il y a une question pour Chantal. Où trouver la réglementation des aérodromes aviation légère? Alors, il faut que je vous mette en relation avec François Wolf. Donc, alors, comme je ne suis pas une flèche là, je ne sais pas si je vais arriver à vous écrire ça dans le chat. Euh, Peut-être, Charlène, toi, une fois qu'on aura raccroché, etc., tu enverras à la liste tout ça. Parce que si j'y arrive, mais je ne suis pas très bonne là. D'accord. Je peux aussi Hein? mettre en commentaire de la vidéo si jamais Voilà, il y a des d'accord? éléments à Voilà. rajouter. Ok, on peut faire ça. Il y a Jalal qui veut intervenir. Bah, vas-y. Oui, Ensuite, j'ai d'autres questions, mais oui, j'ai quelques questions et des suggestions. Alors, la première, c'est à propos de la mobilisation donc, du 13 mars. Est-ce que c'est coordonné ou est-ce que chacun, en fait, nous, là, on essaye à Marseille, hein, je me présente, hein, je fais partie de l'association Bien Vivre Open Mirabeau et on est en train de monter, c'est une histoire de quelques jours, un collectif qui va regrouper 14 associations et CIQ de la région de l'aéroport de Marseille-Provence. On a écrit au préfet, on lui avait fait toute une liste de doléances et justement mettre le bruit, la santé aussi dans l'étude d'impact comme un point important qu'il faut adresser. Donc, je reviens à la mobilisation du 13 mars. Est-ce que chaque région ou autour de chaque aéroport, les gens se mobilisent indépendamment des autres? Est-ce qu'il y a un message commun? Comment vous envisagez ça? le message, c'est le plafonnement. Et oui, l'idée, c'est que chaque groupe local qui le souhaite, donc ça peut être des... En fait, ça, pas, la mobilisation, il n'y a pas besoin d'être beaucoup pour qu'elle soit un succès. L'idée, c'est surtout de miser sur le fait qu'elle soit répliquée à plein d'endroits différents en même temps. Donc le mercredi 13 mars, le soir, enfin en fin d'après-midi, quoi, après le travail. Et on a un concept d'action en fait assez drôle avec donc la proposition de faire intervenir au moins deux prises de parole, une prise de parole axée sur la santé et une prise de parole axée sur le climat, et avec une petite scénette pour montrer en fait que les maux dont souffre la France à l'heure actuelle seraient résolus par la réduction du trafic aérien et par le plafonnement. Et ensuite, donc ça, c'est un kit d'action qui est en train d'être rédigé et qui va vous être envoyé la semaine prochaine. Mais du coup, si c'est pas très clair pour toi, Jalal, je pense que le mieux, c'est de participer à la réunion de la semaine prochaine, la réunion du 7, Je l'ai déjà noté, qui crée je ça. participerai quand Voilà. même. Non, c'est clair. La deuxième, merci. C'est quel est le rapport entre, c'est aussi pour Chantal, entre le volume de protection environnementale et le plafonnement où ça n'a rien à voir? Il n'existe pas de VPE sur tous les aérodromes ou aéroports parce que nous, par exemple à Toulouse, nous n'avons pas de VPE. Le VPE, c'est une enveloppe dans laquelle, mais de trajectoire, hein, dans lequel les avions normalement doivent opérer, aussi bien l'atterrissage qu'au décollage. Mais ça ne détermine absolument pas un nombre Le de nombre, d'accord. mouvements. Voilà, c'est un volume autour de l'aéroport duquel normalement les avions ne doivent pas sortir ni rentrer. Voilà. Est-ce que c'est bien? Je pense que c'est plutôt bien, notamment pour les gros aéroports. Voilà. Avec qui ont plein de trajectoires différentes. On l'a inscrit dans la liste de doléances qu'on a fait au préfet pour le IAE à Marseille, donc on verra ce qu'il en sortira. Ouais. D'accord. Merci. Et il y a un sujet quand même qui est problématique. Quand vous dites quand vous dites, tout le monde le dit, que le trafic va doubler, même voire tripler d'ici quelques années,
Ryanair a annoncé qu'il va racheter tous les Boeing 373 que les autres compagnies vont lâcher. Donc, Ryanair est très, très, très présent à Marseille. Donc, on voit déjà l'augmentation de trafic. Enfin, tout ça, bref, pour dire que il y a deux sujets. Il y a les riverains qui ont l'habitude, entre guillemets, malheureuse, de subir les avions depuis des années, parce que quand ils sont arrivés autour d'un aéroport, ils savaient qu'il y avait du bruit, mais le nombre d'avions et de vols a augmenté, donc la nuisance a augmenté. Et il y a les riverains qui n'ont jamais été affectés par, par le trafic et qui se voient de plus en plus être impactés. Et les zones de nuisance autour des aéroports, en fait, bougent et augmentent. Et donc, on est face à une problématique, c'est que quand on se plaint à la DGAC ou à l'aéroport en disant on n'est pas dans un PBE, quand vous regardez les cartes, on n'est ni dans le PGS, le plan de gêne sonore, ni dans le PBE, le plan Le PEB, le PEB, plan pardon, le plan d'exposition au bruit. d'exposition au bruit. Et donc, on est gêné. Et ils nous répondent, mais on s'en fiche. Le PEB, c'est un document d'urbanisme, on s'en fiche. Donc, cette problématique est quand même un peu gênante dans la mesure où, oui, se plaindre, d'accord, mais en aurait temps, ben, vous n'avez pas à vous plaindre puisque l'avion a le droit de passer au-dessus de chez vous. Donc, ça, c'est quelque chose qui va de plus en plus augmenter et qui va de plus en plus créer des plaintes, puisque de plus en plus, il y a des trafics et surtout, il y a des trajectoires qui ne correspondent plus du tout à ce qu'on a vu avant, à ce qu'on voyait avant. Donc, c'est pour ça que le VPE est important. Et tout ça pour dire, en fait, qu'en plus, à Marseille, ils ont restreint les canaux de plainte. Et maintenant, on ne peut se plaindre que sur une application développée par le site de l'aéroport. Et comme tu disais si bien, elle n'était pas à la portée de tout le monde. Est-ce que Euh, tu as des retours là-dessus, Chantal, ou des Alors, ce que je vois réactions? juste, c'est que l'union fait la force. Vous êtes maintenant 14 associations à Marseille. C'est formidable puisque nous, on n'arrivait plus à avoir un contact avec Marseille. Donc, c'est formidable. En plus, on est rejoint, nous riverains maintenant. J'ai ça qui est formidable. Par tous ces jeunes, et je prends Charlène et puis Audrey, etc., qui ont pas forcément la motivation de la lutte contre le bruit depuis des générations, mais qui sentent que notre planète se réchauffe et qui craignent pour nous, pour les autres, etc. Et donc, ce qu'il y a de formidable maintenant, c'est une mobilisation de tous. Et c'est là où on va gagner. Donc, bien sûr, bon, il a déjà assez à vous dire le PEB, le PGS, vous n'y êtes pas dedans, ça ne nous intéresse pas, etc. On s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'on soit, nous, euh, fédérés, ensemble et tout, et on va y arriver. Voilà. le dernier point, c'est juste une suggestion. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de demander aux compagnies aériennes d'afficher leur empreinte carbone sur les billets comme le font aujourd'hui quand vous prenez n'importe quel entrepôt, vous dites l'empreinte carbone, par exemple SNCF en l'occurrence, c'est tant. Et est-ce que ça n'aurait pas un impact sur les, entre guillemets, consommateurs et à chaque fois qu'ils prennent un billet à 40 euros pour aller prendre un café à Palerme ou faire Mhm. un week-end par-ci par-là, euh, se rendre compte de l'impact, pas que carbone, parce que je dis carbone, mais on a vu la liste est longue. Ouais, ouais. En fait, est-ce que ça ne serait pas quelque chose que l'union, que le réseau puisse faire valoir Oui, auprès des Ouais, ouais, tout à institutions? c'est une fait. Alors, bonne idée, Dominique est en Jalal, mais train. c'est une autre campagne. Enfin, pour le coup, ça Voilà, nécessite encore énormément d'énergie et je ne suis pas sûre que les compagnies souhaiteraient Ah ben non, je pense que être non. très envie qu'on affiche ce genre de truc. Donc, ça Sauf serait si une c'est une bataille à loi. proprement parler. Et pour le moment, on n'a pas les ressources pour le faire. On est sur cette campagne sur le plafonnement. Donc, mais en tout cas, oui, c'est une idée à conserver et peut-être créer un groupe de travail là-dessus. Pourquoi pas? On se le note.
Je Merci. pense que Dominique voulait prendre la parole. Ouais, vas-y Dominique. Oui, ça fait un petit moment en fait, mais j'avais d'autres sur d'autres sujets, mais c'est pas grave. C'est vraiment ce que tu viens de dire, c'est essentiel, hein. Moi, j'ai remarqué que nos élus se focalisent sur les trajectoires. Et j'ai du mal, et ils me disent, ah oui, mais si on doit respecter, s'ils respectent les trajectoires, ça va limiter de facto la capacité de se développer. Ils se trompent. Vraiment, notre sujet, c'est le plafonnement, c'est pas autre chose. Et les trajectoires, c'est une sorte de dérivatif, c'est-à-dire qu'on dit, l'aéroport est super content de se jeter sur les trajectoires pour ne pas avoir à traiter du plafonnement, parce ils se disent, oh, c'est pas formidable, les élus vont être contents, on va parler des trajectoires, c'est leur sujet, et puis on va pas faire le plafonnement, voilà. Et je comprends qu'ils veulent pas parler de plafonnement, mais il faut pas. Et nous, on a pas mal de demandes, par exemple à Beauvais, hein, autres que de restrictions d'exploitation, autres que le plafonnement. Mais je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur le plafonnement. C'est le point principal. Le reste, c'est presque du détail. Et on arrivera de toute façon à faire pression sur les trajectoires ou sur d'autres points. Merci Dominique. Ouais, du coup, l'idée, c'est de faire monter cette revendication-là en premier. Mais après, évidemment, je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais pour la réduction du trafic aérien, il y a de multiples autres facteurs et leviers. Il y a la fiscalité, il y a l'interdiction des vols courts, il y a le fait d'agir sur les imaginaires, il y a la promotion des alternatives, le train, etc. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles on travaille, mais qui sont connexes en tout cas et qui sont pas à négliger pour autant, mais en tout cas, c'est vrai que le chapeau plafonnement, c'est vraiment le cheval de bataille qu'on a essayé de se donner entre militants pour le climat et associations de riverains, parce que finalement, c'est la mère de nos batailles. Enfin, en tout cas, c'est le truc qui nous relie, qui nous rattache les uns aux autres et qui permet d'être plus forts ensemble. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on souligne, c'est que le fait que l'on ait la même revendication et qu'on la tienne permet aussi de nous donner davantage de force. Est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, il y avait Christophe qui avait une remarque, mais il est parti, donc peut-être on en reparlera. Aurore, tu demandais sur qui faire pression pour avoir cette inscription de l'impact. Ah oui, c'était pour les billets. Oui, bah ça, il faudrait, c'est une campagne à part entière. Je pense qu'on peut en discuter à un autre moment, peut-être. Marie-Noël, merci pour ces présentations. La marche est tellement haute qu'heureusement qu'on est de plus en plus nombreux. À bientôt. À bientôt, Marie-Noël, merci d'avoir été là. Eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions. Sinon, je propose qu'on s'arrête là, parce qu'on se rapproche de l'heure qu'on s'était donnée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. Merci beaucoup à Chantal et à Tom de s'être rendus disponibles et de nous avoir éclairés sur la situation. Effectivement, c'est pas facile, mais en même temps, c'est enthousiasmant de créer ça ensemble. Et j'espère que ça vous aura donné envie de vous mobiliser le 13 mars. Je pense que vraiment, il ne faut pas vous dire que c'est quelque chose de compliqué à organiser. On va essayer de mâcher le travail le plus possible pour que la mobilisation puisse être répliquée dans le plus d'endroits possible. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse vu que je vous ai envoyé le lien pour aujourd'hui. Et on vous envoie rapidement avec Chantal tous les éléments liés à ce webinaire. Donc, la présentation, l'enregistrement si vous avez envie de le revoir. Et, et voilà, j'enverrai ça demain dans la journée, je pense. Voilà, merci beaucoup, beaucoup. Et à très bientôt. À la semaine prochaine pour celles et ceux qui viennent à la réunion du réseau. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde, salut. Au revoir. Merci Tom. Salut tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. C'était super.